l'idée là, c'est d'échanger vraiment sur des enjeux qui vous touchent pour beaucoup d'entre vous autour de la recherche et développement, de l'open innovation. Et je suis très heureux d'accueillir sur scène Ilan Benaim, cofondateur de Vente Privée, qu'on peut applaudir. Ilan qui a survécu à notre déplacement NRF à New York aussi. Ça va, c'était sympa ? C'était super. Bon, merci. C'était juste après Vegas, donc c'était un peu sport, mais c'était super. Est-ce que tu peux juste partager quelques chiffres autour du groupe Vente Privée aujourd'hui, qui continue à être en accélération, tant en termes d'investissement, de rachat, juste qu'on ait un peu les chiffres mis à jour ? Alors, ça fait plusieurs choses. En fait, Vente Privée aujourd'hui, c'est une société qui fait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 14 pays, 2 continents, donc 12 pays en Europe et 2 en Amérique latine. Croissance supérieure à 2 chiffres sur la croissance organique et on a commencé depuis 1 an à faire un programme de croissance externe parce qu'on s'est rendu compte que se développer à l'international en temps français, ça marchait pas très bien. C'est-à-dire qu'on arrivait avec une certaine arrogance de français qui était assez mal perçue. Donc faire une association avec des gens locaux à qui on confie le B2C, à qui on donne de la liberté, ça a prouvé que ça avait marché. On a commencé avec le Benelux, où on a acheté un gros acteur qui faisait à peu près 90 millions d'euros, et aujourd'hui il a doublé de taille, et on a racheté un autre gros acteur de notre secteur, qui était plutôt présent dans 4 pays. Donc c'est un peu ça la stratégie de croissance, c'est vraiment s'appuyer sur des experts locaux, leur donner la confiance, vous amener l'industrialisation. On a plusieurs axes de croissance, hein, clairement. Il y a l'expansion géographique. Oui. Très clairement, l'Europe est pour moi le plus beau marché du monde, on ne s'en rend pas compte. Et il a quand même quelque chose de magnifique, c'est qu'il a des barrières à l'entrée naturelle. 30 pays, 42 langues. C'est le truc très compliqué pour un Américain. Donc ça, c'est très, très, très bien pour nous. Maintenant, en termes de relais de croissance, il y a aussi autre chose, c'est que quand on fait du commerce électronique, on a quand même un phénomène qui est assez incroyable, c'est qu'on a des taux de transformation, des taux de conversion de l'ordre de 3%, entre 2 et 3%. Donc tu as 97% des gens qui viennent, qui n'achètent pas. Donc tu te dis, je passe de 3 à 3,3, moi je prends 300 millions, si c'est le cas. Donc finalement j'ai un relais de croissance qui est comment est-ce que je peux améliorer ma performance native. Vente Privée, c'est 5 millions de visiteurs uniques par jour, sans les payer, puisque Vente Privée est consultée comme la météo. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. On génère un trafic de gens qui ne savent pas ce qu'ils voulaient acheter. C'est ça qui est vachement bien. Continuez à venir, je vous en prie. Mesdames, messieurs. Surtout mesdames. Il y a messieurs qui ne sont pas contents envers mesdames. Souvent, on me fait la remarque. Mais nous, on travaille là-dessus. On se refuse à être condamné à avoir des taux de conversion faibles. Il y a beaucoup de commerçants qui disent non, mais c'est comme ça. Nous, on ne croit pas. Nous, on pense qu'on a d'abord un problème d'offre. Ouais. Quand vous voyez sur le mobile, c'est absolument vrai ce qu'il y avait juste avant. Nous, on est à peu près à 80% du trafic sur mobile pour 55% du chiffre d'affaires qui fait sur mobile. C'est pas assez. Nous, ce qu'on a d'ailleurs, on peut regarder toujours le tunnel d'achat, c'est un très bon moyen d'augmenter le taux de conversion. Mais déjà, les gens, ils n'ajoutent pas au panier. Pourquoi ? Parce que quand on est sur Internet, on ne vend pas des produits, on vend des photos. Donc ta photo, elle est petite, tu ne vends pas. Elle est moche, tu ne vends pas. Il manque une vue, tu ne vends pas. Donc le mobile n'est pas une bonne nouvelle pour un retailer pure player. Pour un multi-channel retailer, à l'inverse, c'est un extraordinaire outil parce que c'est là où il engage la relation avec son consommateur et après, il n'a qu'à l'engager à venir finaliser en magasin. Comment se structure du coup toute la stratégie recherche et développement et toute la partie que vous êtes en train de lancer d'Open Innovation ? Alors, c'est récent. L'Open Innovation, en fait, s'est rendu compte d'une chose, c'est que aujourd'hui, la concurrence est mondiale, mais elle ne se fait plus entre les petits et les gros, c'est-à-dire il y a pas, on est arrivé, ça y est, c'est bon. Non, elle se fait entre les rapides et les lents. Donc il y a des petits rapides, il y a malheureusement des petits lents, mais il y a surtout de gros très très rapides. Et quand vous voyez un peu ce qui se passe du côté américain, on a des gens qui ont des croissances exponentielles. En fait, plus ils sont gros, plus ils vont vite. Et ça, c'est assez remarquable, et c'est de ça dont il faut s'inspirer, et c'est ce qu'on essaye de faire. À notre niveau, on a lancé un programme cette année de 80 millions d'euros d'investissement en innovation.
Une partie, c'est sur de l'innovation interne. L'autre partie, c'est de faire des partenariats avec des startups dans le cadre de l'accélérateur qu'on monte au niveau de Station F. On veut encourager des projets dans le monde de la retail tech et de la fashion tech qui est vraiment très très pauvre. Station F, là, qu'on voit, on peut descendre un peu, que vous avez rejoint. Oui. Là, tu peux en dire deux mots parce que en fait, Xavier Niel, une fois de plus, fait une chose extraordinaire sur ses données perso. Il va tout simplement monter le plus grand incubateur du monde, 35 000 m² dédiés à la création d'entreprises, pas cher. Nous, il a cherché des partenaires à qui il voulait confier des verticaux. On a pris le vertical de la retail tech et de la fashion tech. Donc on a l'exclusivité au sein de Station F sur ces dossiers-là. S'ils sont sourcés par Station F, ils sont obligés de nous le renvoyer. Nous aussi, on a un deal naturel, mais on ne veut pas s'arrêter là. On ne veut pas être un accélérateur comme ce que j'ai vu aux États-Unis, qui sont des investisseurs. En gros, ils vont voir un entrepreneur et lui disent file-moi 6% de ta boîte, quelle que soit sa valo, et je te file 150 000 $. Et non, ça, c'est pas du tout notre conception. Nous, on veut travailler sur le produit. On considère que l'innovation, c'est pas l'idée, c'est la réalisation, c'est l'exécution. Donc on veut être orienté produit, on veut s'associer avec des startups qui ont des beaux produits pour améliorer le produit. Après, si tu as un beau produit, tu lèves de l'argent encore plus facilement. D'accord ? Les gens qui te disent donne-moi de l'argent pour que je développe le produit, c'est pas forcément la bonne approche. Donc voilà, on essaye de faire ça, d'incentiver. J'étais au salon des entrepreneurs. Tout à l'heure, il y a énormément de gens qui se lancent, c'est super, il y avait un monde de dingue, et c'est une bonne nouvelle, je pense, pour notre pays. Très bien. Un petit retour sur la NRF, donc l'occasion de visiter un peu les boutiques innovantes, et puis de voir un peu les prestats aussi sur les stands. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ce déplacement, et pourquoi ça pourrait être aussi important pour nos amis dans la salle de venir peut-être un peu plus nombreux l'année prochaine pour se rendre compte et d'aller au contact en fait des acteurs du retail et de l'innovation. Alors, ce qui est bien, c'est qu'aux États-Unis, en fait, ils ont genre de 3 ans d'avance. Donc, si tu veux avoir l'air intelligent en Europe, va là-bas et tu reviens et tu dis ah, j'ai une idée. En fait, ça fait longtemps qu'ils considèrent que le client c'est plus le roi, que c'est le maître de l'univers, et donc on n'a pas le droit, quand un client rentre dans une boutique, de lui dire non. Nous, trop souvent, quand on parlait d'intention d'achat online qui était à peu près à 20%, dans le retail physique, c'est 50%. 50% des gens qui rentrent dans une boutique ont l'intention d'acheter. Et ils sont que 10% à acheter in fine. D'accord ? C'est principalement pour des problèmes de disponibilité. Tu as 4 murs, tu n'as pas assez de produits à exposer, tu n'as pas la taille, tu n'as pas le truc, c'est un problème. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, ça fait 2-3 ans qu'ils ont intégré le fait de connecter le web, de dire je ne l'ai pas, mais donne-moi ta carte, tu vas l'avoir, tu te fais livrer, tu te fais les trucs, etc. Ça, c'est fait. Maintenant, le nouveau trend qui m'a vraiment surpris, c'est que les marques enseignes et les retailers se partagent la gestion du trafic. En gros, les marques confient aux retailers le soin de vendre. Et eux, ils vont réduire leur nombre de boutiques et en faire des médias. Elle dit, je suis une marque, quand tu viens chez moi, c'est l'expérience de marque, que tu apprennes les marques. On était avec la patronne de la boutique Nike, je lui dis, c'est quoi tes KPI ? Elle me dit, je m'en fous. Je dis, moi, je veux juste que tu sois content. Il y a un stade de basket au 3e étage en plein saut. Genre le truc, il coûte $1 million, le stade de basket. L'expérience, voilà, les marques investissent beaucoup dans des boutiques de dingue. Samsung, il te dit, moi, tu n'as pas le droit d'acheter chez moi. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. Va sur Internet, va chez mes retailers qui, eux, sont câblés pour vendre. Et donc, il y a une vraie séparation comme ça qui se fait, naturelle. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent servir au mieux le consommateur. Après, c'est New York, donc c'est une ville où il y a un trafic extraordinaire, donc c'est là où on va avoir des flagship stores, etc. Mais c'était assez marquant de dire, les marques, ils disent, oh là là, moi, ma vocation, c'est pas d'avoir 500 boutiques, je sais pas faire, c'est pas mon métier c'est de faire de l'image, mon métier, c'est de faire du produit, c'est de donner de l'expérience utilisateur, et je confie ça à mes retailers. D'ailleurs, les retailers imposent aujourd'hui aux marques aux États-Unis qu'elles aient un site de commerce électronique. Parce que s'il a un client qui rentre chez Best Buy et il n'a pas le produit, il veut pouvoir se connecter chez Sony et faire livrer le client. D'accord ? Pour faire ce qu'on appelle du dropship. Donc là-bas, ils ont très bien compris qu'il fallait se mettre d'accord et servir au mieux le client. Deuxième chose qui m'a... Alors ça, c'est le nouveau buzzword qu'on a eu à la NRF, mais à fond, à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est l'intelligence artificielle. D'accord ? Alors avant d'appeler ça des algorithmes, ils l'ont mis à toutes les sauces. Comme quoi, arrêtez de bosser en marketing, on va mettre un ordinateur qui va réfléchir à votre place et il va vous dire comment passer de 2 à 17% de taux de conversion. Très bien. J'attends de voir.
On a essayé 2-3 trucs. Marche pas. Bah, perfectible, disons. C'est un peu moins con qu'un truc simple. Voilà. Mais bon. Il y a du boulot. Voilà, il y a encore du boulot. Voilà. Et surtout, ce qu'on se rend compte avec l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, c'est pas intelligent. C'est juste un peu mieux qu'un truc binaire. Enfin, voilà, c'est ça le truc. Et que l'homme restera toujours plus intelligent, surtout dans le domaine du retail, parce que l'algorithme ou l'humanoïde, ou enfin ce que vous voulez, n'aura... Ah, j'ai dépassé le temps. Ça va, vas-y. N'a pas de sentiment. Lui, il sait arbitrer entre des 0 et 1. Il sait parcourir des dictionnaires de data. Il sait gagner Jeopardy. Il sait battre un champion de Go. Mais il peut pas te dire « Ah, c'est beau ce que tu portes ». Ou tu lui dis « Tiens, trouve-moi un truc qui va me plaire ». C'est plus compliqué. Est-ce que c'est à la mode? Je sais pas. Il n'a pas de sentiment. Il a juste un cortex. Il n'a pas le système limbique. Ilan, merci beaucoup d'être venu avec nous cet après-midi.